C'est parti depuis ce matin pour les travaux de la 5e conférence internationale sur le dialogue islamo-chrétien. La rencontre doit apporter une réponse à certaines problématiques comme le rôle de l'État dans la régulation et le contrôle des cultes. 9 députés ont perdu leur immunité. Cette protection judiciaire a été levée hier à l'Assemblée nationale. C'est à la faveur de la séance plénière de l'institution. Le premier convoi humanitaire a quitté aujourd'hui Bamako pour Kidal et c'est le ministre en charge de l'action humanitaire qui a remis au gouverneur de région 100 tonnes de vivres. Voilà pour les titres. Nous sommes samedi 29 juin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, ouverture ce matin au CICB, des travaux de la 5e conférence internationale sur le dialogue islamo-chrétien autour du thème « Promouvoir les valeurs éthiques et spirituelles communes aux communautés chrétiennes et musulmanes au Mali et en Afrique, stratégie, défis et perspectives ». La conférence devra permettre donc mettre en contribution les expériences des expertises d'éminents invités et participants pour apporter une réponse aux problématiques comme le rôle de l'État dans la régulation et le contrôle des cultes, ainsi que les modes de financement des sectes et leur impact sur le choix des responsables religieux. La cérémonie d'ouverture était présidée par le président de la République, professeur John Kounda Traoré. Reportage Mamari Kone. Pour cette 5e édition de la conférence internationale sur le dialogue islamo-chrétien, ils sont venus de 23 pays d'Afrique et du monde. Ils ont 2 jours pour échanger autour du thème « Promouvoir les valeurs éthiques et spirituelles communes aux communautés chrétiennes et musulmanes au Mali et en Afrique, stratégie, défis et perspectives ». Cette édition vient au bon moment pour notre pays qui sort de la plus grande crise de son histoire. Vous savez tous le malheur qui a frappé le Mali en 2012, avec bien sûr des revendications sécessionnistes, mais surtout avec un plan diabolique de collision entre un narcotrafic sans scrupules et un djihadisme de mauvaise aloi. Vous savez la tragédie que la rencontre de ces 2 mafias a infligée au peuple du Mali, qu'elles ont saché de sa terre, forçant à l'exil intérieur et extérieur des centaines de milliers de femmes et d'hommes dont personne n'avait douté de la foi avant. Vous savez également le projet funeste de ces aventuriers d'essayer de coloniser toute la sous-région, toute la région, voire au-delà, au mépris des tombes de nos saints, de notre islam ou de notre christianisme qui ont rayonné à travers des siècles d'interpénétration et d'acceptation mutuelle. Par la voix de son président, l'Association malienne pour la paix et le salut a dénoncé la transformation de certains lieux de culte en QG de propagande et de campagnes politiques. Pour l'association, il y a lieu de dissocier action politique et action religieuse. Depuis 2008, l'Association malienne pour la paix et le salut organise en partenariat avec l'ambassade du Danemark ce type de dialogue islamo-chrétien. Un tel dialogue prône un ensemble de valeurs de progrès social et économique, de paix, de justice, de solidarité, de fraternité et de tolérance bâtis autour de la référence. Il se fonde également sur l'expression permanente de la volonté de s'unir dans un espace de droit, de démocratie, ainsi que la restauration et le développement de la confiance mutuelle entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Les participants aborderont également le rôle de l'État dans la régulation et le contrôle des cultes, les modes de financement des sectes et leur impact sur le choix des responsables religieux, ainsi que la réconciliation nationale et la reconstruction. Il s'agit de revisiter ensemble les forces et les faiblesses communes, en même temps que les opportunités et les menaces qui accompagnent la pratique de l'islam et du christianisme. J'ai bien dit la pratique, c'est-à-dire notre approche à la doctrine et à l'enseignement de ces 2 religions qui se sont respectées le long des âges, qui ont des références communes, qui professent les mêmes valeurs et procèdent des mêmes commandements. Les conclusions et recommandations qui sanctionneront cette rencontre devraient servir à l'espace de dialogue initié par l'Association malienne pour la paix et le salut, ce qui devrait contribuer dans la cohabitation pacifique des communautés musulmanes et chrétiennes.
Les Nations Unies suivent de très près l'évolution de la situation politico-sécuritaire au Mali. C'est ainsi qu'un bureau permanent des Nations Unies est ouvert à Kidal pour permettre une bonne application de certaines dispositions de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Il s'agit par exemple du cantonnement des groupes armés. Le Premier ministre Django Sissoko a échangé ce matin avec Hervé Latsou sur la question. C'était au cours d'une audience. Écoutons le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé du département de maintien de la paix. Il est au micro de Mohamed Diarra. Lundi va s'opérer la transition entre la MISMA et la MINUSMA. C'est-à-dire que les Nations Unies prennent les manettes dans cette tâche d'appui à la stabilisation du Mali. Cela se traduit concrètement par une série de tâches immédiates, y compris la préparation des élections présidentielles de fin juillet, mais également tout ce qui a trait à la restauration de l'intégrité territoriale et de la pleine souveraineté du Mali. Et de ce point de vue-là, les Nations Unies apportent un concours actif à la question de Kidal pour trouver les bonnes solutions dans la mise en œuvre des accords du 18 juin de Ouagadougou. Alors, comment va s'opérer ce changement? Ça signifie que les troupes qui sont actuellement déployées par les pays de la CEDEAO passeront sous casque bleu et que la MINUSMA assume l'ensemble des tâches non seulement militaires et sécuritaires qui étaient celles déjà de la MISMA, mais en plus toutes les tâches politiques qui lui sont fixées par le mandat du Conseil de sécurité dans la résolution 2100. Les Nations Unies, la MINUSMA, ont ouvert hier un bureau permanent à Kidal où par ailleurs sont déployées des troupes. Et donc nous sommes en train de travailler activement pour trouver les bonnes solutions sur les points qui sont, vous le savez, ceux du cantonnement des groupes armés et de redéploiement des autorités civiles et militaires maliennes dans cette portion du territoire. Nous restons avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de l'opération de maintien de la paix qui s'est rendu cet après-midi au centre du groupe scolaire Sega Diallo de Bozola en commune 2 du district de Bamako. Il était accompagné du gouverneur du district de Bamako, Hervé Latsou. Il est venu observer l'opération de distribution des cartes Nina. Cette visite s'inscrit dans le cadre du démarrage des opérations de la MINUSMA dans notre pays. Hervé Latsou nous livre ses impressions au micro de Fatoumata Kone. Écoutez, d'assister à cette circonstance importante, qui correspond à une décision unanime du Conseil de sécurité, et voir comment les choses se passent, et voir avec tous nos collègues qui sont déjà déployés, comment on peut assurer au mieux la mise en œuvre du mandat qui nous a été confié par les Nations Unies. Ces élections présidentielles sont un élément majeur de cette évolution vers un retour à la pleine opérationnalité de la démocratie malienne. Il s'agit de faire en sorte que le président pleinement légitime, quel qu'il soit, ce sera le choix des électeurs, mais ça fait partie de cette phase de retour à la normale qui est absolument cruciale et nous sommes évidemment en appui avec tous les moyens dont nous disposons, qui ne sont pas encore les moyens définitifs, montant en puissance, mais nous avons par exemple déjà transporté du matériel électoral dans certaines localités du Nord et donc nous allons faire le maximum. En prélude au déploiement très prochain de l'administration à Kidal, le ministre en charge de l'action humanitaire a offert au gouverneur de région 100 tonnes de vivres pour les populations de la 8e région administrative du Mali. Ce premier convoi humanitaire a quitté Bamako ce matin, Tiemogo Sagara. Kidal est revenu dans la République du Mali. La République se doit de retourner à Kidal. Elle le fera à travers ses représentants, c'est-à-dire l'administration générale. Cette administration n'ira pas à Kidal les mains complètement vides. Monsieur le gouverneur, je vous remets 100 tonnes de denrées alimentaires constituées de mil, riz, couscous, lait, sucre et thé, destinées à toute la population de Kidal, sans discrimination aucune. Je sais par avance que ces biens sont en bonne main et que vous en ferez l'usage approprié.
Ce premier convoi de 4 camions transporte 80 tonnes de riz, 5 tonnes de mil, 3 tonnes de lait, 5 tonnes de sucre, 500 bidons de 20 litres, 231 cartons de couscous et 5 cartons de thé. Selon le ministre Mamadou Namouri Traoré, les besoins sont encore immenses compte tenu de l'intensité et de la durée de la crise. C'est pourquoi les magasins de l'OPAM ont été visités par les membres du gouvernement. Nous disposons encore dans nos magasins d'environ 237 tonnes pour le riz algérien, et 2500 tonnes pour le riz chinois. L'aide sud-africaine pour l'huile, nous avons encore plus de 48 000 bidons de 20 litres dans nos magasins. Et une situation hebdomadaire de ces différents stocks-là est produite et est mise à la disposition du ministère de l'Action humanitaire chaque semaine. Voilà. Cette cérémonie a regroupé dans les locaux de l'OPAM le gouverneur de Kidal, le colonel Adama Kamisoko, son cabinet, les préfets, certains chefs de services régionaux et les élus. On vous l'annonçait hier, levée de l'immunité parlementaire de 9 élus de la nation. Cette protection judiciaire a été levée hier à la faveur de la séance plénière de l'institution. Les députés concernés sont Maître Muntakatal, Dr Oumar Mariko et Moussa Berté. À ceci s'ajoutent les 6 députés élus dans les régions du Nord. En revanche, l'Assemblée nationale du Mali s'est dit défavorable à la levée de l'immunité de Mahamadou Awa Gassama, élu à Yélimani, compte rendu Bourama Traoré. Le député Maître Muntakatal devient injusticiable comme tout le monde. À l'image de l'élu à Ségou, Moussa Berté et Dr Oumar Mariko perdent également leur immunité. Les 6 autres sont les députés élus dans les régions du Nord. C'est ce qui ressort d'un vote à bulletin secret marathon qui a duré environ 10 heures. Loin d'être une condamnation, la levée de l'immunité donne l'occasion aux députés concernés de s'expliquer devant la justice. Tout ceci pour dire que nous ne venons pas ici chercher des coupables. Mon propos n'est pas de vous convaincre que les députés mis en cause sont coupables. Mon propos n'est pas de prouver que les faits qui leur sont reprochés sont têtus. C'est pour la justice que le gouvernement sollicite la mesure. Au demeurant, il n'y a rien de dramatique dans la levée de l'immunité. Bien au contraire, cette mesure doit bénéficier d'abord aux députés. Malgré les actions données par le ministre de la Justice, le député Mahamadou Awa Gassama reste sous la protection judiciaire. La levée de l'immunité de l'élu à Yélimani a été rejetée par les représentants du peuple. Raison invoquée, le traitement à l'amiable de l'affaire le concernant. La séance plénière s'est poursuivie avec le vote de 2 projets de loi. D'abord, les députés autorisent la ratification de l'accord de prêt signé entre le gouvernement et le Fonds africain de développement. D'un montant de près de 15 milliards de francs CFA, le prêt est destiné au financement du programme d'urgence d'appui à la reprise économique. Ensuite, les élus du peuple adoptent le projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance pendant la période de l'intercession. Ainsi s'achève la session d'avril de l'Assemblée nationale. Vous avez été des républicains, vous avez été des démocrates et vous avez surtout été des patriotes. J'en suis très fier. Je n'oublierai jamais ce moment que j'ai passé avec vous. Je vous félicite tous pour ce que vous avez fait pour notre pays. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale est également revenu sur les réformes engagées au niveau de l'institution. Selon lui, l'avenir de la représentation nationale réside dans la reprise en main de son mode de fonctionnement, de la formation du personnel et du renforcement des capacités des députés. Vous avez compris, nous entamons la page élection. Thiébile Dramé, président du Parena, est candidat à l'élection présidentielle de juillet prochain. C'est son parti qui l'a annoncé aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Occasion pour le Parena d'expliquer aux journalistes les raisons du choix porté sur Thiébile Dramé pour briguer la magistrature suprême. Le parti a présenté aussi brièvement le projet de société du candidat Ibrahima Traoré. Le Parena annonce la candidature de Thiébile Dramé à l'élection présidentielle. Le parti estime qu'il est mieux placé pour préserver l'unité nationale, pour réconcilier les Maliens et renforcer la cohésion de la nation. Pour le Parena, Thiébile Dramé est également le meilleur candidat qui pourra recoudre le tissu national et maintenir le Mali ensemble. Le choix que nous avons porté sur M. Thiébile Dramé est motivé par le fait que
la crise qui a ébranlé notre pays en a atteint les fondations même de la nation. Cette crise a besoin d'un homme qui connaît les causes profondes qui ont amené le pays dans cet abîme. D'un homme qui a une envergure nationale et internationale pour poser les vrais problèmes du Mali et leur donner la solution appropriée. La candidature de Tchébile Dramé est portée par l'Alliance populaire pour la Renaissance nationale Maliba. C'est un regroupement composé du parrainat et de plusieurs associations et autres personnalités de toutes les régions et communautés du Mali. Notre candidat le disait déjà en 2007, il faut suivre la question du Nord comme le lait sur le feu. Tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Donc la priorité des priorités, c'est résoudre la question du Nord. Et comment? En faisant impliquer toutes les populations concernées, ce que nous avons appelé le dialogue inclusif. Parce que pour la première fois, nous voyons que les populations sédentaires sont elles aussi invitées à participer à ce débat-là, ce qui ne s'est jamais passé. C'est pourquoi l'accord de Ouagadougou est à saluer. Ce qui empêche le Mali de dormir, c'est également l'école. Les problèmes de santé sont réels. Le Mali est un pays sous-développé, mais en réalité, le Mali n'est pas aussi pauvre que cela. Notre intime conviction est que le Mali est un pays qui n'est pas pauvre, mais qui est mal géré. Et donc, nous avons la solution à cette pauvreté-là. Le parrainat annonce également que le candidat dévoilera bientôt le contenu intégral de son projet de société. Dans ce parti, l'espoir est fondé sur les femmes et les jeunes. Les forces alternatives pour le renouveau et l'émergence et plusieurs partis ont signé hier une alliance en vue de l'élection présidentielle de juillet prochain. La cérémonie s'est déroulée au siège du phare Kali contre 275 associations, une quinzaine alternatives et plusieurs sympathisants ont signé une alliance dénommée Convergence pour un nouveau pôle politique. Ce nouveau pôle politique va nous permettre effectivement de faire la politique autrement. À travers le nouveau pôle, de lancer une nouvelle classe politique qui va travailler pour servir le peuple malien, ne pas faire la politique pour se servir. Deuxième chose qui est la chose la plus importante, c'est aussi de répondre aux aspirations du peuple malien. Toutes les associations même ne sont pas venues aujourd'hui. Nous avons dit 275, il y a encore plein d'associations qui ne sont pas vraiment enregistrées. Aujourd'hui, le projet que nous avons à travers ce acte, comme je l'ai dit, les grands axes, c'est également effectivement de répondre aux aspirations du peuple malien. Notre programme répond à ce que les Maliens veulent, servir le peuple malien. Et dans ce contenu, c'est beaucoup large. Deux mots ne peuvent pas définir un programme, mais aujourd'hui, il est très clair que notre programme, c'est le développement du Mali dans son entier. Et on l'a prouvé par ce acte en disant que c'est des associations qui viennent de tous les horizons et qui viennent de toutes les régions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la fierté que nous avons, et nous savons bien qu'on parle toujours de la paix, il ne peut jamais avoir de paix sans développement. Et notre programme, c'est vraiment un programme de développement et qui va amener la tranquillité, la paix et la prospérité pour ce pays. Regroupés au sein du phare Ankaouli, ces regroupements se sont caractérisés par une mobilisation massive. Les signatures de cette plateforme de la convergence pour un nouveau pôle politique ont été symboliquement apposées d'abord par 3 représentants d'associations et de partis politiques que sont ceux de l'ADS, du phare Ankaouli et au nom des associations. L'hymne national du Mali, le sketch joué sur les rumeurs de discrédit à des fins politiques ont été les animations essentielles qui ont marqué cette cérémonie. Conférence nationale du Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP, le parti allié au Rassemblement pour le Mali RPM examine le choix d'un candidat pour la prochaine élection présidentielle. Les partis amis ont livré des messages de soutien. Moïse Traoré. La conférence nationale du parti Rassemblement pour la démocratie RDP planche sur le rapport d'activité du secrétariat exécutif national. L'instance doit également débattre du choix de son allié pour la présidentielle. Le message que je viens de livrer aux agents de mon parti, c'est un message d'abord de félicitations, de remerciements, parce que vu la situation que le RDP a vécue pendant toutes ces années, et en si peu de temps, il vient de lever le parti. Le message que je les passe aujourd'hui, c'est par rapport à ça. Et le Conseil national aussi a pour but de venir choisir ce que nous, on doit prendre comme candidat pour les élections présidentielles. Alors vous devez choisir un candidat.
Est-ce qu'on peut savoir déjà le profil probable de ce candidat? Dans le discours, j'ai parlé du profil du candidat. J'ai dit l'homme d'État, le patriotisme, donc il y a beaucoup d'espérance, au moins dans la gestion de la nation. Et c'est cet homme que nous aujourd'hui qui peut sortir ce pays de l'honneur. Actuellement, le RDP ne pas présenter un candidat, il est obligé de soutenir le candidat de son partenaire. Parmi les messages de solidarité, ceux du RDS, du RPDM et bien sûr de l'Alliance IBK 2012 et du RPM. Le RDP examine également une participation aux prochaines consultations électorales. C'est le but même de la conférence nationale. Aujourd'hui, on va parler de ça et nous allons participer pleinement, activement à ces élections législatives et municipales. Pour mémoire, le président fondateur du RDP est le défunt Almami Silla. Il avait été classé 4e à la première présidentielle de l'ère démocratique. Direction Mopti, là-bas, la jeunesse Adema PASJ vient de tenir sa conférence régionale des sections à Bandiagara. Les jeunes du parti ont abordé plusieurs questions relatives à la vie de leur organisation politique. Nous retrouvons le reportage de Moustapha Doumbia. C'est la section de Bandiagara qui a accueilli la conférence des sections de la jeunesse Adema PASJ de la région de Mopti. Une conférence qui a planché sur l'état de santé du parti, les préoccupations de l'heure et les questions diverses. Au cours de cette conférence, les différents intervenants ont appelé la jeunesse à se mobiliser davantage pour une participation massive aux élections présidentielles. Camarades jeunes, nous sommes le fer de lance de notre parti. Nous devons jouer pleinement notre partition. À travers une mobilisation totale et un engagement sans faille, c'est le moment ou jamais de nous assumer. Chacun de nous doit se battre. Nous devons aujourd'hui plus que jamais conforter la grande audience dont jouit l'ADEMA PASJ comme première force politique de notre pays. Camarades jeunes, membres du Bureau national de la jeunesse, dans une synergie d'action, osons l'espérance. Et les jeunes de l'ADEMA de la région de Mopti seront à vos côtés. Outre les délégués venus des 8 cercles de la région, la conférence a enregistré la présence de plusieurs autres membres et cadres du parti. Tous ont appelé à l'unité et à la cohésion au sein du Parti africain pour la solidarité et la justice. Faites en sorte que dans la région, il y ait suffisamment de jeunes dans la constitution des listes pour les législatives et les municipales. L'organisation de la conférence régionale des sections de la jeunesse Adema PASJ de Mopti à Bandiagara a été saluée par les membres du bureau exécutif national du parti. Le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, a procédé le week-end dernier au lancement de son programme dénommé Initiative citoyenne CRI 2002. Le programme vise à mobiliser les femmes et les jeunes pour leur participation aux futures échéances électorales. Le thème retenu pour ce lancement est le vote et la représentation utile pour les élections crédibles et apaisées. Adama Kodjo. Réussir les prochaines consultations électorales au Mali, c'est le souci des acteurs du programme Initiative citoyenne CRI 2002. Ce programme national qui vient d'être lancé à Bamako œuvre pour la participation massive des femmes et des jeunes aux futures élections. Nous avons suffisamment réalisé de touristes. Nous avons maintenant voulu passer par en réalité des pictogrammes, c'est-à-dire par les images et le fait également sur le plan de l'approche. Comment inscrire les élections dans la dynamique globale de la construction démocratique. Le thème retenu pour ce lancement est le vote et la représentation utile pour des élections crédibles et apaisées. Le thème retenu par l'association CRI 2002 est d'une importance et d'une pertinence indéniable dans la conduite de notre pays vers la gouvernance démocratique et la construction d'un État de droit capable, réceptif et comptable. L'initiative citoyenne CRI 2002 est en vie grâce à la contribution financière de la coopération suisse au Mali. Dans le cadre de notre partenariat avec CRI 2002, qui date de plusieurs années, nous avons aussi voulu le conforter en 2013 dans son ambition de contribuer à l'information, à la sensibilisation, à la formation et à la mobilisation des populations maliennes. Lors du lancement, les invités ont été informés et sensibilisés sur l'importance de la participation du citoyen au processus électoral. Des kits d'information et de sensibilisation ont été remis aux représentants de certaines structures.
Les travaux de l'atelier sur le renforcement des capacités des partis politiques dans la mobilisation des électeurs pour l'élection présidentielle de juillet prochain viennent de s'achever. Les participants se sont appropriés des techniques et stratégies de mobilisation des électeurs. Les travaux de 2 jours ont été sanctionnés par une déclaration des participants compte rendu à Gali Agagissa. Rehausser le taux de participation aux élections de 2013. C'est l'objectif de cet atelier dont les travaux ont duré 2 jours. Ces travaux visaient à mieux outiller les participants en matière de mobilisation des électeurs. Plusieurs modules ont été développés par des experts nationaux et internationaux. Parmi les modules enseignés, on peut entre autres citer les préparatifs de la mobilisation, les enjeux et défis de la mobilisation, les messages de mobilisation. Des connaissances que les participants ont pris l'engagement de restituer. Nous, partis politiques, prenons la ferme résolution, dans l'intérêt de notre pays, de restituer le contenu de nos travaux aux partis politiques et à nos militants d'une part, et d'œuvrer à la vulgarisation des enseignements reçus pour la qualité de notre démocratie et la légitimité de nos élus d'autre part. Appelons les acteurs politiques et organisations de la société civile à s'approprier le présent processus électoral par un vote massif pour doter notre pays d'institutions crédibles et légitimes. Quant à Badje Hima, directeur résident de l'Institut national démocratique au Mali et initiateur de l'atelier, il a remercié les participants pour leur assiduité. Environ une 50aine de représentants des partis politiques ont pris part à cet atelier dont l'organisation a été possible grâce à l'appui financier du PNUD. 30 formateurs des agents électoraux suivent depuis ce matin une formation sur le processus électoral. La session qui dure 3 jours va entre autres porter sur le fonctionnement du bureau de vote, les tâches spécifiques du président et des assesseurs. Compte rendu Fademba Keïta. Cette formation des formateurs, constituée essentiellement d'anciens administrateurs, se situe dans le contexte d'un scrutin transparent et crédible. 125 000 agents électoraux répartis entre 25 000 bureaux de vote à travers le pays vont, après cette formation, bénéficier d'une maîtrise parfaite de la loi électorale et de son processus. Ces 3 jours de formation portent sur la préparation de nos agents pour assurer la formation des agents électoraux. La science qui est actuellement en cours, c'est la science de la formation des formateurs. Ces participants sont essentiellement des anciens fonctionnaires du département ou des agents en tout cas qui sont quasiment rodés dans les processus électoraux. Il s'agit maintenant de faire une mise à jour avec ces agents pour les préparer dans le cadre de la formation des agents électoraux qui doivent évoluer dans le bureau de vote. La réussite des échéances futures est l'ambition du département de tutelle et de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AFS Mali, un des partenaires privilégiés du gouvernement. On va échanger avec eux sur la tenue du bureau de vote. Comment l'agent électoral doit tenir un bureau de vote à travers l'accueil des électeurs, à travers la circulation des électeurs dans le bureau de vote, à travers la tenue des documents. Et c'est les formateurs qui sont retenus, qui vont aller par la suite au niveau de chaque région pour essayer de mettre à niveau les préfets adjoints, les sous-préfets. Et dans un deuxième temps, il sera question de former cette fois-ci les agents électoraux eux-mêmes. Les élections présidentielles, législatives et municipales à venir ne sauraient combler les attentes sans une connaissance parfaite de la loi électorale et du contenu du guide de l'agent électoral, par cela chargé de mener à bon port les différents scrutins. Dans le but de renforcer davantage notre système d'enseignement supérieur, en plus de la création de 5 universités, il est prévu le lancement d'écoles doctorales pour la formation à la recherche par la recherche. C'est ce que révèle Dr Abdraman Manienta. C'était à l'occasion de la journée de la Renaissance scientifique qui est célébrée demain 30 juin sous le double thème du financement de la recherche scientifique au Mali et de la contribution de la recherche dans la gestion des crises. Des propos recueillis par Mohamed Ould Mamouni. L'espoir d'atteindre les objectifs est permis au regard des efforts fournis et les perspectives envisagées au niveau national, régional et international par les acteurs universitaires, décideurs, chercheurs et autres partenaires afin de mettre nos chercheurs, anciens chercheurs, à hauteur de mission au service de la société. Ainsi,
un plan d'action national pour la mise en œuvre de la politique d'enseignement supérieur de recherche est élaboré, mettant l'accent sur l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des chercheurs. Dans le domaine agricole, la mise au point de variétés agricoles adaptées à notre écosystème et l'augmentation substantielle des rendements de riz et de coton ont rehaussé le pouvoir d'achat des populations dans les zones de l'Office du Niger et de la CMDT. Côté santé humaine, la mise au point de médicaments traditionnels améliorés, accessibles à moindre coût, a permis de valoriser nos plantes médicinales. Dans le domaine de la santé animale, la production et la commercialisation des vaccins, fortement sollicités au niveau national et international, apportent des devises substantielles au trésor public. Vive la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. Le ministre de la Santé était en visite dans la capitale des Rails. Soumana Makadji a rencontré les agents socio-sanitaires avec qui il a échangé sur leurs conditions de travail. Le ministre avait auparavant visité entre autres l'hôpital régional, le chantier du nouveau centre de santé de référence et certaines structures sanitaires privées. Kai Mahamadou Alioubari. C'est sous la pluie que la délégation du ministre de la Santé, Soumana Makadji, a entamé une série de visites dans la cité des Rails. Il s'est rendu successivement à l'hôpital Foussendao, la direction régionale de la santé et au CCRF de Caille pour voir les conditions de travail de ces structures et s'enquérir de leurs difficultés. Les principaux problèmes sont entre autres vétusté des locaux du matériel, rupture des stocks de médicaments, manque de ressources humaines qualifiées. La clinique médicale du fleuve n'a pas échappé à cette visite ministérielle 6 à Benkounda. Le véritable casse-tête de cette visite a été le nouveau CCRF de Caille qui est en chantier depuis 2010. On a vu que les plans ne correspondent pas à ce qui existe actuellement pour les CCRF. Bon, l'état d'avancement des travaux aussi pose problème. Il y a certainement eu des problèmes quelque part. Il en a tiré des conclusions, il a donné des instructions. Nous aussi, nous allons nous préparer, nous allons réunir tous les cadres de socio-sanitaires ici pour faire le point. Pour boucler son séjour kaizen, le ministre s'est entretenu avec le personnel socio-sanitaire de la région pour échanger avec eux. Au cours de cette rencontre, les directeurs ont fait une brève présentation de leur structure, les réalisations faites, les perspectives et les contraintes qui ont pour nom insuffisance des matériels de bureau et des moyens roulants. Le ministre a pris bonne note de ces doléances. Il a beaucoup insisté sur le respect de la déontologie et de l'éthique dans le travail. Nous restons à Caille où les villages de Lontou et Bangassi, riverains du barrage de Felou en chantier, ont été victimes d'inondations dans la nuit du jeudi au vendredi. 120 mm de pluie se sont abattus sur les deux villages, détruisant ainsi de nombreuses habitations. La plupart des maisons construites en bango se sont effondrées. Le gouverneur de région, le colonel Salif Traoré, a rendu visite aux sinistrés. Nous l'écoutons, il est au micro de Chaka Konaté. Je voudrais tout d'abord témoigner toute ma compassion à l'endroit de ceux qui ont tout perdu. Même s'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, nous constatons quand même qu'il y a des dégâts matériels assez importants. J'ai fait le déplacement avec des élus, des responsables locaux. Nous avons vu, j'ai eu contact avec la SOGEM, parce que vous avez vu que le barrage est tout à côté. Donc on ne veut pas s'avancer trop vite. Donc nous allons entamer une étude technique rapidement pour savoir les causes de ce sinistre-là et prendre des dispositions pour que ça ne se reproduise plus. Le chef de village a proposé de faire déplacer les villages. Alors, que lui répondez-vous? J'ai dit, il ne faut pas se précipiter. La SOGEM nous a informé qu'ils ont un expert qui est en route. Nous-mêmes, nous allons commettre nos experts ici. Ils vont travailler ensemble rapidement et nous dire si c'est ça la solution, nous allons l'adopter, nous allons prendre toutes les dispositions pour la mettre en œuvre. Mais s'il y a une autre solution, pour créer par exemple un passage pour l'eau, on la jouera aussi. Je ne veux pas m'avancer tout de suite en disant voilà la solution, parce que c'est une question assez technique. Donc on va laisser les spécialistes faire leur analyse, ils vont nous proposer des solutions que nous allons mettre en œuvre rapidement.
Direction Sikasso, près de 23 millions de francs CFA, c'est la valeur des mobiliers scolaires que le conseil de cercle de la localité vient de mettre à la disposition des écoles des centres d'animation pédagogique de Sikasso. Ce don est le fruit du partenariat conseil de cercle, programme d'appui au renforcement, déconcentration, décentralisation de l'éducation, de la santé, Bambi Idrissa Touré. Cette remise de dons des tables-bancs d'un montant de 22 650 000 francs CFA est une initiative du Conseil de cercle sur financement du programme d'appui au renforcement, déconcentration et décentralisation de l'éducation et de la santé PARDES. Elle est la réponse à un besoin fortement exprimé par les autorités scolaires du cercle de Sikasso et les communautés bénéficiaires. La particularité de ce partenariat, c'est que c'est les acteurs locaux au niveau cercle qui connaissent mieux les besoins des populations locales, qui programment les priorités dans le cadre de la santé et dans le cadre de l'éducation. Donc, notre partenariat, nous le voyons sur un bon angle et nous estimons le renforcer, le continuer pour que davantage nous pouvons soulager nos populations. Plus d'une dizaine d'écoles dans différents cercles de Sikasso bénéficieront de la présente donation qui vient alléger la gestion des effectifs pléthoriques. Occasion pour le président du conseil de cercle de louer les partenariats avec le PARDES. Aujourd'hui, grâce bien sûr au PARDES, on va pouvoir quand même avoir beaucoup d'enfants qui auront bien sûr des chaises, en droit d'état pour s'asseoir et étudier. Mais je dis que ce partenariat, j'espère que ça va continuer. Rappelons que le partenariat PARDES Conseil de Sikasso est vieux de 2011 et connaît beaucoup d'acquis en matière de santé et d'éducation. Dans le cadre du lancement de sa campagne d'information et de sensibilisation sur la consommation des produits alimentaires, le regroupement pour la défense des consommateurs du Mali a organisé une conférence de presse. La thématique de cette campagne porte sur l'étiquetage des produits alimentaires vendus sur le marché national. La cérémonie a pour objectif d'inviter les populations à dénoncer tout produit suspect sur le marché Garibou-Pérou. La sécurité et la protection des consommateurs des produits alimentaires dépend de l'étiquetage. Il est la mesure la plus importante suivie par le regroupement pour la défense des consommateurs du Mali. Voilà la raison pour laquelle se tient cette conférence de presse. Les conditions de fabrication, de transport et de conservation des produits alimentaires sont diverses. Il s'agit maintenant pour les consommateurs d'être vigilants aux publicités mensongères, de lire attentivement les étiquettes, le nom du produit, l'origine, le numéro du lot, la composition, le taux d'alcool, du sucre, etc. et de vérifier les dates de péremption souvent falsifiées avant d'acheter les produits alimentaires. Le consommateur a des droits. Le premier droit du consommateur, c'est le droit à la satisfaction des besoins essentiels, le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit au choix, le droit à la représentation, le droit à l'éducation du consommateur, le droit à la réparation des torts, et le droit à un environnement sain. Ils sont au nombre de 8 consacrés par l'Organisation des Nations Unies. Créé en 1992, le regroupement pour la défense des consommateurs du Mali est une organisation affiliée à l'Organisation internationale des consommateurs. Il n'a pas la vocation d'un tribunal de juridiction, mais une organisation d'information, de sensibilisation et d'éducation des consommateurs. Il revient des droits à chacun pour dénoncer tout produit alimentaire suspect sur le marché, surtout en cette veille du mois de Ramadan où certains profitent pour écouler les produits périmés. Voilà, faites beaucoup attention. La grève du syndicat national des impôts n'aura pas lieu après des négociations. Les responsables de la section du syndicat national des impôts décident de lever son mot d'ordre de grève. Écoutez à ce sujet le secrétaire général de la section syndicale, Ali Daou, au micro de Mohamed Touré. Suite au préavis de grève déposé pour les 1er et 2 juillet 2013, le ministre des Finances a demandé à rencontrer le bureau de la section syndicale nationale en présence des secrétaires généraux des douanes et du Trésor le 27 juin 2013 à 12h30 pour demander une suspension du dit préavis. Pour ce faire, le ministre des Finances a instruit au directeur national du Trésor et de la comptabilité publique de mettre à la disposition des agents des impôts le reliquat de la prime 2012 réclamée par le bureau syndical. Aussi, le syndicat a demandé et obtenu du ministre des Finances
que toute la lumière soit faite sur la différence entre le montant normalement dû et le montant payé. Considérant que par lettre 00625 MF DRH SDEF du 27 juin 2013, le ministre des Finances s'est engagé à examiner la requête concernant la relecture de l'ensemble des textes concernés à partir d'un chronogramme à établir par les parties dans les meilleurs délais. La section syndicale décide ce jour, après consultation de la base, de la suspension du préavis de grève prévu les 1er et 2 juillet 2013. Par conséquent, invite l'ensemble des agents des impôts à continuer le travail avec le courage et l'engagement habituel reconnu. Le bureau syndical remercie les agents pour leur mobilisation historique. Le ministre des Finances, Abdelkarim Konaté, a présidé hier vendredi à Dakar la réunion ordinaire du Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA. Cette rencontre qui a enregistré la participation du ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Mariampa Samoura, a adopté entre autres décisions importantes pour le compte des organes de l'Union. Le rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 31 mars 2013, les états financiers du Conseil régional de l'épargne publique et les marchés financiers arrêtés au 31 décembre 2012, l'augmentation du capital de la BOAD et la révision de ses statuts, le règlement modifiant le règlement 0496 CMI- du 20 décembre 1996 portant référentiel comptable commun au sein de l'UEMOA dénommé Système comptable ouest africain SISCOA, le règlement relatif aux émissions de bons et obligations du Trésor par adjudication ou par syndication avec le concours de l'agence UEMOA titre, le règlement relatif aux opérations de pension livrées dans les États membres de l'UEMOA. L'Union des caisses associatives d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants KSC Djiguissémé a tenu ce matin son assemblée générale annuelle. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour de cette rencontre, parmi lesquels la présentation du rapport d'activité 2012, la présentation des états financiers de la même année et la programmation et le programme d'activité 2013. Abdrahman Maïga. L'intensification de l'offre de crédit rentable, l'amélioration du taux de remboursement des crédits autorisés, la maîtrise des charges et l'extension du réseau dans d'autres régions du Mali. Voilà entre autres priorités inscrites à l'agenda d'activité de l'Union des caisses associatives d'épargne et de crédit des entrepreneurs et des commerçants du Mali, KSC Djiguissémé, en 2013. Cette révélation a été faite par les responsables de l'Union au cours de cette Assemblée générale annuelle de l'Union, assemblée au cours de laquelle d'importants sujets ont été au centre des préoccupations des participants, notamment le rapport d'activité de l'exercice 2012, les états financiers de 2012, les difficultés rencontrées au cours de l'exercice écoulé ou encore le programme d'activité de 2013. On notera avec intérêt la dégradation de la qualité de notre portefeuille de crédit avec comme conséquence la radiation de 126 prêts pour 102 millions en pertes sèches, la constitution de provisions de 345 prêts pour 202 millions. 2012 a été une année extrêmement difficile pour les institutions de microfinance du Mali. Pour juguler les effets de la crise politico-sécuritaire, la KSC a pris un certain nombre de mesures, des dispositions qui lui ont permis d'atteindre un certain nombre de performances, notamment l'augmentation de son sociétariat de 13%, une baisse de 2% de l'encours de dépôt et une hausse de l'encours de crédit de 2,5%. Cet ensemble de performances a permis à la KSC Djiguissémé d'accroître son fonds propre de 2%, un fonds qui passe désormais de plus de 5,5 milliards à 5,6 milliards de francs CFA. Pour 2013, nous comptons toujours poursuivre le processus d'expansion et de consolidation de notre réseau par la poursuite du déploiement, la mise en œuvre des plans de redressement pour les caisses en difficulté et l'amélioration de la qualité de portefeuille de crédit des bases du réseau. La KSC envisage également poursuivre en 2013 tout en consolidant certaines actions entreprises en 2012. Il s'agit notamment de l'observation stricte du plan de redressement dans les points de service, du renforcement du recouvrement des créances en souffrance, la sécurisation de l'offre de crédit à l'échelle du réseau et enfin de la consolidation du contrôle interne et le renforcement du recours au TIC.
Culture à présent, l'histoire du mouvement social et islamique malien de 1960 à 2011. C'est la nouvelle publication de Thierno Adi Thiam. L'ouvrage a été présenté hier au public. Dans ce livre de 70 pages, l'auteur fait un trait d'union entre l'islam et la politique. Le livre fait aussi ressortir les forces et les faiblesses des associations islamiques au Mali. Mohamed Diarra a parcouru le document. Voici son reportage. La plume d'un leader religieux pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur les fondements de l'islam. Le livre s'intitule « Historique du mouvement social islamique malien de 1960 à 2011 ». L'auteur est Thierno Adi Oumar Thiam. C'est devant un parterre de personnalités que le livre a été présenté. L'architecture du livre est bâtie autour de 3 chapitres. De quoi donner de la matière aux critiques littéraires et autres amoureux du livre pour ouvrir le débat sur les récents événements survenus au nord du Mali. Allusion ainsi faite à l'intégrisme et à l'intolérance religieuse. Le livre tente de résoudre l'épineuse équation islam et politique. Morchou Swazi. Thierno Adi Oumar Thiam a pris la distance du chercheur pour présenter avec esprit de synthèse la très complexe dynamique de changement religieux qui travaille le corps et l'esprit politique de notre pays carrefour sahélien. Dans cet ouvrage de 70 pages, l'auteur lève un coin de voile sur les forces et les faiblesses des associations islamiques. En 2011, le livre nous apprend que le Mali enregistrait 106 associations musulmanes. Ce pluralisme, selon l'auteur, est imputable à un problème de leadership. C'est vrai. Il y a eu la prolifération des associations islamiques, mais l'État doit être en avant-garde pour pouvoir gérer non seulement l'État et la religion en même temps. L'implication des leaders religieux dans la politique, le rôle des politiques dans la promotion de l'islam, l'auteur en a fait cas. Le fait que les religieux se sont levés pour défendre l'intérêt général du pays, ça c'était à saluer. La publication de cet ouvrage devra servir de repère pour la jeune génération. C'est en tout cas le vœu des autorités maliennes. La religion, surtout la religion musulmane en tant que telle, ne constitue pas une contradiction. Mais la contradiction réside dans les interprétations que j'ai la conviction que l'ouvrage du professeur Thiam pourra être un remède. La publication de ce livre contribue à relancer le débat sur l'islam et la politique. Et au sortir de cette rencontre, chacun est reparti avec sa petite idée sur la question. Du livre au ballon, tout est de l'art. Sport football, la première demi-finale de la 53e Coupe du Mali de football vient de se jouer et victoire du Djoliba AC 2-0 face au club olympique de Bamako. C'était donc tout à l'heure au stade Omnisport Modibo Keïta. Voilà, si l'élément est prêt, on va aller avec le reportage de Aldjouma Tina. Voilà les Rouges de Bamako en finale de la 53e Dame Coupe du Mali de football. Pour y arriver, ils ont battu le club olympique de Bamako sur le score de 2-0. L'ouverture du score de l'équipe de Heremakono est intervenue à la suite d'un penalty. Le joueur olympien Bokar S. Mariko est l'auteur de la faute sur cette action. La pénalité est donc transformée par Lassine Diarra à la 44e minute. 1-0 à la pause. Les Rouges corsent l'addition à la 84e minute. Le briscard Janvier Abouta, entré en deuxième mi-temps, inscrit le second but de la rencontre. Alors la 60 minutes, suite au second carton jaune de Wali Diabaté. Avec ce succès, le Djoliba AC met fin à la suprématie du COB, qu'il avait éliminé 3 fois à ce stade de la compétition. Mais cette fois-ci, l'histoire ne s'est pas répétée et les Djolibis sont en passe de sauver leur saison. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le Djoliba était plus fort que nous. Ils ont maîtrisé les matchs durant 90 minutes. Nous, on n'a jamais su réagir. Il faut le reconnaître. Il y a des jours comme ça où ça ne marche pas. Nous, on pensait se reposer sur des jeunes qui n'ont pas l'habitude de la compétition. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Il faut prendre ça comme ça. Nous, on va rester là, en tout cas, et continuer à travailler pour le reste de la saison. On était venu aujourd'hui, au moins, c'est pour vraiment jouer notre chance, aller en finale. Surtout qu'on a que la Coupe du Mali facilement pour sortir en compétition africaine l'année prochaine. Donc je tire chapeau aux jeunes. Le match en première mi-temps, ça n'a pas été facile. Mais en deuxième mi-temps, on a su mettre le pied sur le ballon et puis on a mis l'occasion qu'on a trouvée. Recordman de la Coupe du Mali avec 19 trophées, le Djoliba AC jouera la finale de la 53e édition le 13 juillet prochain.
Voilà, victoire du Djoliba AC 2-0 face au club olympique de Bamako. Demain, la seconde demi-finale opposera le stade malien de Bamako et le Niana de Koulikoro. Coup d'envoi à 17h au stade Omnisport Modibo Keïta. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également